pour la présenter donc d'une manière assez brève, Sylvie Catelin est maître de conférence à l'Université de Versailles. Elle est chercheure au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Elle s'intéresse particulièrement au rapport entre la science et la littérature dans la création, la médiation et la diffusion du savoir. Sylvie Catelin vient donc de publier une véritable enquête historique et épistémologique qui s'intitule « Sérendipité du conte au concept ». Donc c'est un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié, que je trouve assez passionnant, où on apprend l'origine du terme de sérendipité, mais aussi et surtout son évolution. Donc je me suis aussi amusé en même temps de lire le livre à taper le mot sérendipité, et je vous le conseille, sur Google. J'ai trouvé donc 173 000 résultats avec des définitions qui sont très diverses, allant du don de faire des trouvailles au don de trouver ce qu'on ne cherche pas. Wikipédia donne une définition qui est, je pense, assez précise, puisqu'ils disent la sérendipité est originellement le fait de réaliser une découverte scientifique ou une invention technique de façon inattendue, accidentelle, à la suite d'un concours de circonstances fortuits, et très souvent dans le cadre d'une recherche concernant un autre sujet. Donc on verra si c'est la bonne définition, ou en tout cas si elle n'est pas un petit peu trop précise. Mais surtout, elle nous montre à travers cet ouvrage, et ce que j'ai beaucoup apprécié, les liens qu'on peut trouver entre science et littérature, qui unissent donc l'art et la science. Elle nous montre aussi comment un terme comme sérendipité peut être révélateur d'un contexte autant social que culturel. Donc ce soir, nous allons en savoir plus sur une faculté que chacun, je pense, a dans cette salle, c'est la sérendipité. Pour ma part, donc, comme l'a dit Régis, je suis doctorant en philosophie des sciences. J'étudie plus particulièrement donc, ceux qui font des découvertes scientifiques ou des inventions techniques en dehors des institutions scientifiques. Donc, ce qui m'amène à me dire que chacun peut réaliser une découverte qui peut potentiellement modifier et transformer son propre cadre de pensée, voire le cadre de pensée de nombreux scientifiques. Ce terme de sérendipité, dans ce contexte de modification de la manière de faire de la science, je le pense, est plus que jamais moderne et actuel, et donc il est très important de l'étudier. Je vais laisser la parole maintenant à Sylvie Catelin. Juste une phrase, laissons-nous maintenant surprendre par la conférence de Sylvie Catelin et découvrons, si vous le voulez bien, messieurs, mesdames, notre part, notre faculté de sérendipité. Merci. Merci. Je remercie la ville de Montpellier, et Régis Penalva et le public aussi d'être venu m'écouter ce soir. Donc je vais vous parler d'un mot un peu bizarre, hein, qui sonne bizarrement en français, sérendipité, un mot étrange qui a été forgé en fait au XVIIIe siècle par un écrivain anglais, Horace Walpole, et d'après un conte persan qu'il avait lu dans sa jeunesse, Voyage et aventure des trois princes de Serendip. Alors Serendip, c'est l'ancien nom de l'île de Ceylan. C'est un conte persan, mais il a été écrit effectivement par un écrivain, un poète indien, qui écrivait en langue persane. Walpole a donné à ce mot une définition ambiguë, non moins étrange. La faculté de découvrir par hasard et sagacité des choses que l'on ne cherchait pas. J'ai oublié de lancer le diaporama, je vous prie de m'excuser. Alors le mot serendipity, puisque le mot anglais c'est serendipity, est entré dans les dictionnaires anglais au début du XXe siècle, puis il s'est diffusé dans les milieux scientifiques américains dans les années 30-40. Alors sous sa forme française, il est apparu pour la première fois en 1952 dans la traduction d'un article justement sur la découverte scientifique. C'était un article de Charles Darwin, physicien, petit-fils du théoricien de l'évolution. Et cet article avait été traduit par un chercheur de l'Institut Poincaré, Bernard Kval, et il l'a traduit, il l'a francisé en sérendipité.
En fait, le mot ne s'est pas beaucoup répandu à ce moment-là. Il est resté dans des cercles restreints, assez étroits. Et c'est surtout avec Internet que le mot est devenu à la mode. Et depuis une dizaine d'années, eh bien, on l'utilise pour désigner le coup de chance. Vous allez trouver différentes définitions sur Internet, hein, le coup de chance, le hasard heureux, qui est à l'origine de toute découverte inattendue. Alors on ne compte plus aujourd'hui les découvertes, les inventions célèbres attribuées à la sérendipité. Vous avez la pénicilline, bien sûr, les rayons X, le velcro, le post-it, le jacuzzi, etc. Et ce succès a été couronné par l'entrée du mot sérendipité dans les dictionnaires de la langue française en 2011, dans le Larousse et le Robert, mais avec une définition écourtée et simplifiée par rapport à la définition du créateur du mot. La découverte par hasard, ou la découverte de ce qu'on ne cherchait pas. Alors, la première remarque que l'on peut faire, c'est pourquoi accorde-t-on une telle prépondérance au hasard ? On peut se rappeler la fameuse phrase de Louis Pasteur, hein, qu'il a prononcée dans une conférence en 1854. « Dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. » C'était à propos de la découverte de l'électromagnétisme. Les scientifiques savent très bien que le hasard ne suffit pas. Pour qu'il y ait découverte, il faut prêter attention à ce qui survient par hasard, ou bien accidentellement, par erreur. Et surtout, il faut l'interpréter. Or, l'interprétation, bien évidemment, ne relève pas du hasard. La seconde remarque que je voudrais faire, c'est que dire que la sérendipité consiste à découvrir ce que l'on ne cherchait pas, eh bien, c'est un peu une tautologie. La découverte renvoie par définition à quelque chose d'inconnu, qu'on ne connaissait pas. Et comme on ne peut chercher que ce qui n'est pas encore connu, eh bien, on ne sait pas ce qu'il faut chercher. Et quand on sait ce qu'on cherche, c'est qu'on en a déjà une idée, c'est qu'on en a déjà une représentation, une intuition, et donc on l'a découvert en quelque sorte déjà mentalement, par un raisonnement imaginatif. Alors, c'est pour démêler ces questions un peu intrigantes que je me suis intéressée à tout ça, et j'ai entrepris une enquête, une longue enquête historique, épistémologique. D'abord, l'histoire des textes qui ont mené au mot. Un mot qui vient de contes millénaires et qui touche à des questions contemporaines. C'est donc que l'on touche à quelque chose de très profond dans le fonctionnement de la découverte, dans le fonctionnement de l'esprit humain qui découvre. Et je suis remontée aux sources du conte persan. Je me suis intéressée au sens que Walpole a donné à ce mot. Je me suis intéressée aux textes littéraires, à la littérature, aux textes scientifiques, qui ont repris ce mot, ou l'idée du mot, hein, l'idée qui est derrière le mot, et qui en ont éclairé le sens, qui en ont travaillé le sens et les enjeux. Et j'ai découvert que la sérendipité désigne en fait ce qui est au cœur du processus de découverte, que toute découverte importante implique la sérendipité. Cette focalisation sur le hasard, elle ne fait que souligner la dimension imprévisible, non planifiable de la sérendipité. Et elle est profondément révélatrice du besoin de liberté dans la recherche. Donc sérendipité, c'est un petit peu un mot symptôme. Son succès actuel est un symptôme du malaise que ressentent les chercheurs face aux transformations des conditions de la recherche et notamment les programmes de recherche planifiés en fonction d'objectifs prédéfinis qui sont nuisibles à la créativité. Et sérendipité, c'est aussi un concept pertinent pour penser la découverte, pour penser l'invention, la créativité. C'est un concept qui traverse les frontières disciplinaires, celles qui séparent la littérature, l'art et la science, et c'est donc un concept essentiel pour défendre une conception humaniste du savoir. Alors je vais tout d'abord dire quelques mots sur le conte persan qui est à l'origine de la sérendipité. Ce conte est en fait
issu lui-même d'un motif fictionnel millénaire, qui a circulé entre l'Inde, le Moyen-Orient, avec diverses variantes, oralement, par écrit, et on le retrouve sous des formes diverses, dans le Talmud, dans des récits indiens, dans des récits persans, dans les Mille et une nuits, dans des récits arabes, etc. Et c'est un prototype du récit d'enquête. C'est ça qui est intéressant, c'est que je vais résumer l'histoire, qui est commune d'ailleurs à toutes les versions. 3 frères vont consulter un devin pour régler un problème d'héritage. Et en chemin, ils observent des traces d'un animal, en l'occurrence un chameau. Et ils sont capables de le décrire très précisément sans jamais l'avoir vu, rien qu'en interprétant ces traces qu'il a laissées derrière lui et qui fonctionnent comme des indices. Alors par exemple, l'un des frères observe que des traces de pieds sont plus enfoncées dans le sol que les autres, donc il en conclut que le chameau était boiteux. Le deuxième remarque des bouchées d'herbe à demi mâchées, de la largeur d'une dent de chameau, qui jonchent le chemin, c'est donc qu'il lui manque une dent. Et le troisième observe que l'herbe n'est broutée que d'un seul côté du chemin, alors qu'elle est meilleure de l'autre. Il en conclut que le chameau est borgne, etc. Alors au final, les frères se révèlent plus savants que le devin qu'ils sont venus consulter, et ils lui font même découvrir sa propre origine. Puis ils rentrent chez eux, et l'aîné succède à son père. Donc, si vous voulez, l'enquête sur les origines de ce conte, elle nous mène aux origines de l'enquête. Autrement dit, au sens profond du motif fictionnel. C'est-à-dire le lien entre la causalité et la généalogie. Le rapport entre la compréhension des liens de causalité et l'inscription dans une filiation. La causalité, c'est ce qui renvoie chaque phénomène à une cause. La généalogie inscrit les êtres dans des lignées dont ils procèdent, dans une succession. Et l'histoire de ce motif fictionnel, elle illustre bien la solidarité entre ces deux principes, chacun soutenant l'autre. Alors lorsqu'il arrive en Europe par le port de Venise au XVIe siècle, le motif figure en tête d'un recueil de nouvelles persans où les 3 frères sont devenus en cours de route les princes de Serendip, ils sont passés par Ceylan, par l'Inde. Et donc c'est une trace de leur incursion dans les contes indiens et ils poursuivent de nouvelles aventures. Alors le succès du recueil est considérable, Voyage et aventure des 3 princes de Serendip, considérable en Europe. Il est traduit dans plusieurs langues, il est traduit en allemand, en italien, d'abord en italien, en allemand, en français, en anglais, en danois, en hollandais, etc. Et il est réécrit sous diverses formes. Or, c'est bien ce motif particulier qui retient l'attention au XVIIIe siècle, de Voltaire d'une part et de Walpole d'autre part. Alors Voltaire va en tirer une adaptation absolument magistrale dans son conte philosophique Zadig ou la destinée, 1748. Et Voltaire s'inspire de la science de son temps. Il se permet même de railler les académiciens. Et il transforme l'art de l'interprétation des indices en véritable méthode d'enquête. Et pour mieux démontrer la capacité heuristique de ce raisonnement indiciaire, il introduit le suspense narratif. En fait, dans les précédentes versions du conte, le lecteur sait dès le début que les frères n'ont pas vu l'animal qu'ils décrivent. Voltaire, lui, cache au lecteur que Zadig n'a pas vu les animaux dont il donne un signalement très précis. Comme il est arrêté, il fait la preuve de son... On croit qu'il a volé les animaux. Il donne la preuve de son innocence justement à travers son raisonnement. Et c'est d'autant plus fort parce qu'il aurait très bien pu l'avoir vu ou pas les avoir volés ou bien ne pas les avoir vus. Et on laisse le lecteur en attente. Donc il réserve l'explication pour la fin. Et le futur roman policier va d'ailleurs faire son miel de cette technique narrative. Alors, bien entendu, dans tout cela, rien n'est dû au hasard. Voltaire, c'est un philosophe déterministe, et pour lui, le hasard n'est rien.
Il écrit « Nous avons nommé ainsi les faits que nous voyons d'une cause que nous ne voyons pas ». De son côté, Walpole défend des idées opposées, très différentes. Horace Walpole, c'est le troisième fils du premier Premier ministre anglais, Robert Walpole. Mais la carrière politique ne l'a guère intéressé. C'est avant tout un esthète, un écrivain. Il est aussi l'inventeur du roman gothique et l'un des précurseurs du romantisme. Mais surtout, il est très critique vis-à-vis du dogme rationaliste des Lumières. Pour lui, l'imagination compte énormément. L'imagination, en tant que forme de l'expérience humaine, joue un rôle important dans l'invention. Et c'est d'ailleurs justement en réfléchissant à sa propre faculté de découverte que Walpole invente le mot serendipity dans une lettre qu'il écrit à un de ses amis en 1754. Alors, j'ai prêté attention à ce texte et au contexte, parce que c'est très important. En fait, le souvenir du comte de Serendip, lui, qu'il a lu dans son enfance, s'associe à deux autres exemples liés à la découverte de liens de causalité et de filiation. Sa propre découverte d'un emblème de la famille Médicis inséré dans le blason d'une famille vénitienne, les Capello, qu'il interprète, parce qu'il connaît très bien l'histoire locale aussi, qu'il interprète comme l'alliance, comme l'indice d'une alliance et d'une naissance illégitime. Puis la découverte d'un célèbre lord anglais qui, au cours d'un dîner mondain, interprète le comportement de l'une des convives comme l'indice social d'une mésalliance. Alors, on peut très bien comprendre dès lors pourquoi il associe le hasard et la sagacité dans sa définition de la sérendipité. L'événement, le phénomène qui se passe, qui est comme ça, accidentel, lié au hasard, stimule l'imagination. Les idées incidentes. Les idées incidentes, ce sont des idées qu'on ne cherche pas et qui révèlent le sens même de ce qu'on découvre. Alors, la sagacité est plutôt du côté de la raison, les connaissances préalables qui guident l'interprétation ou bien l'intuition. Le hasard est du côté de l'imagination. Alors, on a d'un côté Voltaire qui rationalise, lui, le processus de découverte, puisque Zadig analyse, il prend des mesures, il compare, il met en relation les données observées, et Voltaire parle de profond et subtil discernement. Walpole, lui, est très sensible au rôle de l'imagination et il invente un mot qui désigne le raisonnement imaginatif à l'origine de la découverte. Et il souligne son caractère inattendu, accidentel. La sérendipité, c'est un processus de conscience. C'est un processus qui implique un dialogue entre l'imagination et la raison, entre le conscient et le non-conscient. On n'est pas toujours très très conscient de ce qu'on voit au hasard, justement. Il faut y prêter attention. Et c'est quand on y prête attention qu'on commence à s'expliquer pourquoi les choses nous intéressent, justement. Et donc, la faculté de découvrir découle de cette interaction. Alors, au cours du XIXe siècle, le mot va rester enfoui dans la correspondance de Walpole, mais l'idée va circuler avec Zadig. Tout le monde a lu Zadig, écrivain, scientifique, public, tout ça. L'idée va se déplacer de la littérature, de la fiction vers les sciences, de la paléontologie à la médecine, en passant par la sémiotique et la psychanalyse. Toute science qui pratique l'interprétation des traces comme indice, qui remontent des effets, ce sont des sciences historiques qui remontent des effets vers les causes. C'est le paradigme indiciaire. Et l'historien italien Carlo Ginzburg a montré justement comment ce modèle épistémologique est apparu silencieusement dans les sciences humaines au XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle. Et il a souligné justement qu'on n'y avait pas prêté suffisamment attention. Alors en France, vous avez des pages de Pasteur, de Claude Bernard qui décrivent très précisément la sérendipité, même s'ils ne connaissaient pas le mot. En Angleterre, Thomas Huxley, grand vulgarisateur du darwinisme,
se réfère directement à la méthode de Zadig pour expliquer les fondements de la paléontologie. Aux États-Unis, un philosophe, sémioticien, logicien qui s'appelle Charles Sanders Peirce formalise un mode de raisonnement imaginatif en le nommant abduction. Et ça correspond tout à fait à la sérendipité. Il explique ça comme ça. Il dit, on observe un fait surprenant. Si l'hypothèse A était vraie, ce fait surprenant s'expliquerait comme un fait normal. Partant, il est raisonnable de présumer que A est vrai. C'est l'hypothèse explicative. Freud lui-même se sert de ce mode de raisonnement pour reconstruire les chaînes causales par la psychanalyse. Et il l'appelle, par l'association libre d'idées, l'association d'idées incidentes. Mais contre toute attente, c'est le mot sérendipité qui entre dans le vocabulaire scientifique au XXe siècle et qui se popularise parce qu'il intègre justement le rôle de l'imagination, de la subjectivité, de l'intuition, sans l'opposer à la raison. Alors comment ce mot issu de la fiction, apparemment très éloigné de la pratique scientifique, a-t-il été adopté par les scientifiques américains? Walter Cannon a été l'une des figures clés de ce transfert dans les années 30-40. C'est un savant humaniste. Il est physiologiste, professeur à la faculté de médecine de Harvard. Et il s'intéresse à la physiologie des émotions. Ce n'est pas un hasard. Justement. Il s'intéresse au stress. Et il observait que les situations émotionnelles fortes occasionnent différents changements dans l'organisme. Des changements qui lui paraissent d'abord très différents, non corrélés. L'accélération du rythme cardiaque, l'augmentation du sucre dans le sang, la sécrétion d'adrénaline, etc. Et il raconte, parce que ça arrive souvent la nuit est propice à ce genre d'idées, d'intuitions, il raconte comment une nuit, en repensant à tous ces changements, l'idée l'a traversé comme un éclair, qu'il pouvait s'intégrer dans un effort du corps, un effort de préparation du corps à un effort de fuite ou de combat. Eh bien, il avait découvert la neurobiologie du stress. Et suite à cette découverte sérendipienne, il crée en 1926 le concept d'homéostasie pour désigner ce processus de maintien de la stabilité interne du corps face aux changements extérieurs. Et ce concept deviendra plus tard l'une des clés de voûte du développement de la cybernétique. Alors, Cannon fait justement partie de ces savants qui sont très attentifs au vécu de l'expérience subjective. Et quand il parle de son expérience de la sérendipité, il met l'accent justement sur les connaissances conscientes ou non conscientes qui sont sollicitées par des faits ou des événements imprévus. Pour lui, la sérendipité dépend du savoir et des connaissances, de la compétence du chercheur, des questions préalables qui orientent sa recherche et qui seules peuvent le conduire à prêter attention et à donner un sens à un fait inattendu ou surprenant. Et il cite, parmi d'autres exemples, la découverte de la pénicilline. Lorsque Fleming rentre de vacances, il s'aperçoit que la culture de staphylocoque sur laquelle il travaillait, qu'il avait laissée sur une paillasse, a été dissoute au contact d'une moisissure qu'il avait incidemment contaminée. Et il est surpris, il est intrigué. En général, dans ce cas-là, les bactériologistes jettent la boîte, la culture. Mais Fleming avait autre chose en tête. Contrairement à ce qu'on lui avait appris, il pensait que l'on devait pouvoir obtenir des substances non toxiques capables de tuer in vivo des bactéries. Et c'est pourquoi l'aspect bizarre de la boîte de Petri prenait un sens particulier, nouveau pour lui. Alors, inutile de préciser les conséquences, les suites de cette découverte qui a sauvé la vie à des millions de gens, mais
ce que je voudrais souligner, ce qui est important, c'est que Fleming, c'est Fleming lui-même qui a fait connaître le mot sérendipité à la une du New York Times en 1949, le jour de l'indépendance, le 4 juillet. Et il s'en est servi pour affirmer le besoin de liberté des chercheurs. Il disait plutôt, il était interviewé, « On ne peut pas planifier la recherche fondamentale, pas plus qu'on ne peut programmer l'art ou la littérature, car les grandes découvertes se nourrissent de l'inattendu. » On est en plein débat sur la politique scientifique américaine de l'après-guerre, à ce moment-là, et ce qui est en jeu, c'est la reconnaissance de la part de créativité dans la recherche. Plus étonnant, le mot sérendipité est adopté dans les milieux de la recherche appliquée par les directeurs des laboratoires de recherche de General Electric. Et leur directeur, Irving Langmuir, qui a été prix Nobel de chimie en 1932, définit considère, il a été l'avocat, il a plaidé devant les plus grandes institutions américaines pour la sérendipité. Hein. Il explique que ce sont les enchaînements d'observations, de connexions imprévisibles, qui génèrent des associations d'idées et qui mènent, ce sont ces associations-là qui mènent aux découvertes les plus fructueuses, tant sur le plan de la recherche fondamentale que des applications. Alors, un autre grand passeur du mot, dans les sciences sociales, cette fois, c'est le sociologue Robert Merton. Robert Merton a écrit un ouvrage sur l'histoire, la sociologie de la sérendipité, très intéressant, qui n'a pas été traduit en français. Et Robert Merton définit la sérendipité ainsi. C'est l'observation d'une donnée inattendue, aberrante et capitale, qui devient l'occasion de développer une nouvelle théorie ou d'étendre une théorie existante. Je vais donner un exemple qu'il décrit lui-même. Il enquête avec une équipe de sociologues sur l'organisation sociale d'un quartier résidentiel de 700 familles ouvrières à Crafttown. Et il constate qu'un plus grand nombre d'habitants sont affiliés à des organisations civiques, politiques ou autres, par rapport à la ville où ils habitaient auparavant. En outre, le taux d'affiliation augmente chez les parents qui ont de jeunes enfants, ce qui est contraire à l'habitude. Alors les sociologues, un peu étonnés, interrogent les parents qui leur répondent qu'il est plus facile de trouver des adolescents pour garder leurs enfants parce qu'ils sont plus nombreux que là où ils habitaient avant. Les sociologues vérifient, regardent les registres et après vérification, ils constatent au contraire qu'il y a moins d'adolescents dans ce nouveau quartier résidentiel. Alors comment expliquer cette croyance illusoire ? Eh bien, le mot de l'énigme leur est fourni par de nouveaux entretiens avec les habitants et ils découvrent que ceux-ci n'avaient pas peur de laisser leur maison à un jeune voisin parce qu'ils se connaissaient tous. Le passage de la grande ville à la communauté restreinte a fait que les gens se connaissaient mieux et ce qui les engageait donc à plus de confiance. Donc l'illusion sur la réalité statistique était le reflet inconscient de la cohésion sociale. Il n'y avait pas plus d'adolescents à Crafttown, mais il y en avait davantage qui étaient connus intimement par les gens et qui, par conséquent, existaient socialement pour les parents en quête de jeunes enfants pour garder leurs enfants. En quête d'aide, pour garder leurs enfants. Alors, du point de vue sociologique, cette découverte confirmait, explique Merton, et élargissait des théories existantes selon laquelle la perception sociale est un dérivé de la structure des relations humaines. Elle dépend d'un cadre social. Alors, dans tous ces exemples, on voit bien que ce qui compte n'est pas tant le hasard, l'imprévu, mais plutôt la réaction de l'observateur. Ce que l'observateur voit
dans le fait inattendu. Autrement dit, ce n'est pas le hasard qui compte, c'est la surprise que cause le hasard. Walpole lui-même n'a jamais employé l'expression découverte accidentelle ou découverte par hasard. Il a parlé de sagacité accidentelle, ce qui est très différent. Alors l'élément accidentel, bien sûr, est important, mais il peut survenir par hasard, il peut survenir par une erreur de manipulation, mais il n'est rien tant qu'il n'est pas perçu par une subjectivité interprétante. Non seulement il faut un savoir préalable, de l'expérience, mais il faut aussi décider d'y prêter attention et d'en imaginer, bien sûr, une interprétation pertinente. Sans cela, il n'y a pas de sérendipité, il n'y a pas de découverte. Tout au plus une occasion manquée, mais elle serait passée totalement inaperçue. Alors, parvenir à se laisser surprendre, en prendre conscience, puis imaginer une raison à ce qui étonne, par l'association d'idées, par la mise en relation d'indices, par l'hypothèse explicative. Cette démarche sérendipienne peut sembler évidente. En réalité, elle l'est beaucoup moins. Analysons un exemple. Je vais prendre un exemple plus récent, celui des travaux d'Hervé Vaucheret, chercheur à l'INRA, qui travaillait sur les OGM. Je connais bien Hervé Vaucheret, on est allés ensemble à une émission de France Inter, La Tête au carré, et on a beaucoup discuté. Et il m'avait expliqué, enfin on était plusieurs, il a fait une conférence là-dessus, il a bien expliqué comment ça s'était passé. Et c'est intéressant. Pendant sa thèse, il y a 25 ans, il travaillait dans le cadre d'une recherche qui visait à améliorer les plantes. Donc une recherche finalisée qui consistait à chercher à augmenter l'expression d'un gène qui codait pour une fonction importante. Or, il s'est aperçu qu'en augmentant l'expression du gène, on obtenait l'effet inverse, l'effet opposé. Un phénomène quand même assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on annulait l'expression de ce gène dans une proportion assez significative de plantes transgéniques. En fait, tous les chercheurs s'en étaient aperçus. Mais la plupart n'y prêtaient pas attention. Ils étudiaient les plantes qui exprimaient le transgène introduit et jetaient les autres, sans chercher à comprendre les raisons de ce phénomène. Vaucheret a été très surpris et en a fait son sujet de recherche, avec quelques autres chercheurs de par le monde. Parce qu'ils étaient curieux, mais aussi parce qu'ils ont eu la liberté de creuser la question. Alors qu'au départ, ce n'était pas le but de la recherche. Alors aujourd'hui, comme il le fait remarquer, un projet de recherche qui porterait sur un phénomène comme ça ne serait pas retenu. Un phénomène qui serait considéré comme anecdotique, non bloquant, ne serait pas retenu. Il faudrait fournir un calendrier prévisionnel de résultats, à telle date, telle échéance, alors que c'est bien évidemment impossible pour une recherche exploratoire. On ne peut pas savoir. Or, cette poignée de chercheurs a découvert par sérendipité l'existence d'un mécanisme de réaction immunitaire différent de celui que Pasteur a mis en évidence chez les mammifères. La plante n'a pas de système immunitaire basé sur les anticorps. Dès lors qu'on introduit un gène supplémentaire, un transgène, et même si l'organisme l'intègre, il le reconnaît comme quelque chose d'étranger, du non-soi. Et la réaction immédiate, c'est une tentative de contrôle de ce non-soi, a priori dangereux, par activation du mécanisme de défense que la plante utilise habituellement pour neutraliser les agents pathogènes qui l'attaquent, virus ou bactéries. Et ce mécanisme biologique, qui n'était pas du tout soupçonné jusqu'alors, basé sur les petits ARN, a pour effet d'empêcher l'expression des gènes de l'agresseur. Il y a 25 ans, écrit Hervé Vaucheret, l'idée qu'un nouveau caractère pouvait être induit sous la pression de l'environnement et transmis à sa descendance était considérée comme hérétique. Aujourd'hui, dès lors qu'un phénomène ne trouve pas une explication génétique simple et logique, on entend dire que la cause doit être épigénétique et mettre en jeu des petits ARN.
eh bien, la régulation épigénétique de l'expression des gènes par les petits ARN occupe actuellement une place de premier rang en biologie. Et elle offre un nouveau champ d'application pour le traitement des maladies génétiques ou de pathologies infectieuses. Alors cet exemple, et bien d'autres, que je n'aurai pas le temps de développer ce soir, montrent tous que la sérendipité est le véritable moteur de la découverte. Pourquoi ce n'est pas si évident? Eh bien parce qu'être capable de se laisser surprendre implique la remise en question des acquis, des idées préalables, des présupposés théoriques, des idées préconçues qui sont partagées par une communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, les savoirs que nous a transmis peuvent bloquer notre imagination. Beaucoup de chercheurs peuvent hésiter, peuvent renoncer à entreprendre une recherche exploratoire incertaine, à enquêter hors des sentiers battus, par manque de temps, par manque de moyens aussi, mais aussi par manque de liberté. Or, l'histoire des découvertes montre au contraire qu'il est indispensable de s'écarter de ce qui est déjà connu, de changer nos manières de voir, nos paradigmes. Alors, on peut illustrer ce phénomène de l'adhésion à un paradigme par ce dessin du canard lapin, un dessin qui date du XIXe siècle, qui a été publié dans un journal allemand. Selon le regard que l'on pose sur ce dessin, on y voit alternativement la figure d'un canard ou bien la figure d'un lapin. C'est ce que les psychologues de la perception appellent le changement de gestalt. Mais en fait, l'œil ne peut considérer qu'une seule image à la fois. L'image qui l'emporte oblitère l'autre image. Eh bien, de façon analogue, l'adhésion à un paradigme exclut la perception d'un paradigme différent. Eh bien, la sérendipité, en ce sens, est capable de faire bouger les paradigmes, justement, les matrices de pensée. Elle ouvre la voie à de nouvelles idées, elle fraye le chemin à de nouvelles idées, à des possibilités inédites pour la recherche et l'innovation. Et reconnaître sa centralité dans les processus de découverte, eh bien, ça implique de prendre en compte la part de subjectivité, la part d'imagination, d'intuition dans la production des savoirs, mais surtout le besoin de liberté des chercheurs. Or, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Les scientifiques rationalisent a posteriori le processus de découverte. Pourquoi? Parce que la publication impose des normes très sévères, très rigoureuses, et un résultat scientifique doit toujours être présenté, obtenu, selon un formalisme rigoureux, très rigoureux. On présente les conclusions comme dérivant de façon directe et logique de l'hypothèse de départ. Du coup, tous les éléments inattendus, surprenants, les erreurs, tous les facteurs inconnus qui ont donné des résultats sont passés sous silence. Toute trace de subjectivité est éliminée. On trouve rarement le mot « je » dans un article scientifique. Et donc, a fortiori, les indices de sérendipité disparaissent de l'article. Eh bien, c'est le même modèle qu'on enseigne à l'école. On forme les élèves au raisonnement déductif, aller des prémices à la conclusion, au lieu de leur faire pratiquer le raisonnement inductif, aller de la conclusion aux prémices, ou de les encourager à imaginer des hypothèses et à les tester. Or, on sait bien qu'il faut s'étonner pour apprendre. Et la démarche sérendipienne commence par l'étonnement face à quelque chose d'inattendu, et par l'intérêt ou l'attention que la personne y prête, de sa curiosité aussi, et de ses connaissances préalables. Le hasard n'agit qu'à titre déclencheur. Tout dépend de la réceptivité de la personne. Alors effectivement, on ne peut pas prévoir la sérendipité. On ne peut pas la planifier.
On peut en revanche la stimuler. On peut favoriser son émergence. Qu'est-ce que ce serait qu'un environnement favorable à la sérendipité? Eh bien, ce serait un environnement ouvert à l'inattendu, un mode d'organisation souple, qui permet aux chercheurs de suivre les idées qui leur viennent à l'esprit au cours de leurs travaux, ou bien qui préserve des espaces de liberté dans les programmes. Ce serait aussi ce que Robert Merton appelle des micro-environnements socio-cognitifs, c'est-à-dire des espaces ouverts à l'altérité, des espaces à idées, à projets, qui stimulent le questionnement personnel, les recherches exploratoires, les échanges, le dialogue entre des chercheurs de disciplines différentes, entre des professionnels qui ont des manières de voir ou de travailler différentes. La recherche par projet, par exemple, dans la mesure où elle incite à croiser les disciplines et les savoirs, eh bien, la recherche par projet peut être une démarche propice aux découvertes. La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité restent inscrites dans le cadre de la recherche disciplinaire, qui bien souvent enferme dans une logique de réplication et peut conduire à des recherches sclérosantes. Paradoxalement, la discipline, tout comme les paradigmes, est nécessaire, bien sûr, la discipline est nécessaire à la transmission des savoirs, mais elle peut aussi être néfaste à l'invention. L'indisciplinarité désigne une autre démarche. C'est la pratique qui consiste à élaborer une recherche à partir d'un questionnement personnel, d'un étonnement, en s'écartant aux besoins de sa discipline, en utilisant et en croisant librement les savoirs disciplinarisés selon les besoins de l'enquête, en suscitant des connexions et des combinaisons inédites entre différents domaines de savoir. L'indisciplinarité, on le voit bien, aide à penser la liberté d'esprit qui rend possible la sérendipité, ou qu'en retour, celle-ci suscite. Ce sont deux démarches complémentaires, qui s'éclairent d'ailleurs mutuellement. Alors, puisque j'ai le temps, je vais vous raconter un autre exemple de sérendipité que j'aime beaucoup, que j'ai connu par Georges Amar, qui était directeur de la prospective à la RATP. Et donc, c'est un exemple qui concerne cette fois le domaine des transports publics, l'invention de l'omnibus. En 1825, il y a presque 2 siècles, il y avait un colonel d'Empire qui s'appelait Stanislas Baudry, qui était en demi-solde à Nantes, et qui décide de mettre en service une minoterie à vapeur dans les faubourgs de Nantes, à Richebourg. Puis il a l'idée d'utiliser l'eau chaude de sa minoterie pour créer et ouvrir des bains-douches publics. Alors il ouvre ses bains-douches, mais personne n'y va. Les bains-douches restent vides. Alors le colonel a une explication très rationnelle à ça. Il pense que son établissement est trop éloigné du centre de Nantes. Alors il met à disposition des Nantais un moyen de transport pour venir à Richebourg. Une navette avec une voiture à cheval depuis Nantes. Le succès est immédiat, les voitures sont pleines à craquer. Mais, petite surprise quand même pour le colonel, les bains-douches restent vides. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses bains et sa minoterie en passant, et il crée un réseau d'omnibus à Nantes. Il invente les transports publics. Il a compris sa première erreur. Les Nantais n'avaient aucune envie de se laver. Ils avaient envie de bouger, ils avaient envie d'être transportés. Être transporté, on peut être transporté par l'imagination, c'est aussi une expérience sensible, ça peut être une expérience agréable, un plaisir, une émotion. Alors, la petite histoire, c'est pourquoi omnibus? Omnibus, qui va donner pédibus, à pied, autobus, Airbus. Bus, abréviation d'autobus. Eh bien, tout simplement parce que les voitures stationnaient devant la boutique, toutes les voitures stationnaient devant la boutique d'un chapelier à Nantes, qui s'appelait Omnes. Et Monsieur Omnes se piquait de latin.
Et il avait inscrit en grosses lettres sur l'enseigne de sa boutique « Omnes omnibus », littéralement « omnes pour tous ». Or, les usagers avaient pris l'habitude de dire, quand ils allaient prendre la voiture, hein, ils avaient l'habitude de dire qu'ils allaient omnibus. Et c'est comme ça que les voitures, pour tous, devinrent des omnibus. C'est joli. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je suis prête à répondre à vos questions. Alors merci beaucoup pour cette très intéressante présentation et puis cette très belle fin avec l'omnibus qui était une super jolie histoire. Moi j'avais une première question et puis après je laisserai les questions à la salle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des disciplines scientifiques où on peut dire qu'il y a plus de facilité à avoir des découvertes sérendipiennes ? Je dirais qu'effectivement, les disciplines de l'observation sont effectivement les plus... c'est là où vous ferez le plus de découvertes, de cette manière, si vous voulez. Mais la sérendipité, ça peut aussi être des découvertes théoriques. Pas seulement des expériences, si vous voulez, des expérimentations. Ça peut être aussi l'intuition de quelque chose, qui va être d'ailleurs démontré ou expérimentalement, peut-être des fois des années après. Mais quand on est devant quelque chose, un phénomène ou un fait surprenant, qu'on y prête attention, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à l'expliquer, c'est là que les idées viennent. C'est là que, par exemple, si on prend l'exemple de la découverte du neutrino par le physicien autrichien Wolfgang Pauli, Pauli fait le postulat du neutrino parce que il a été mis, comme tous les autres physiciens, devant une expérience totalement inattendue qui était contraire au fait établi, le principe sacro-saint Ah, j'ai un trou. Je ne suis pas physicienne. Après une heure de conférence, ça arrive. Voilà. D'accord, donc, il s'est laissé surprendre en fait. Il a imaginé l'existence du neutrino parce qu'il y avait quelque chose qui s'était produit qui était contraire à tout ce que les physiciens croyaient jusque-là. Et après, il a fallu bien évidemment travailler, élaborer une théorie des interactions faibles. Je ne vais pas me lancer dans l'histoire du neutrino parce que, d'abord, je ne suis pas physicienne et mais la découverte du neutrino, c'est faite 25 ans après. Mais ce qui au moyen d'un réacteur nucléaire. Ouais. Il a fallu l'imaginer. On n'aurait jamais cherché le neutrino si le chercheur, en l'occurrence Wolfgang Pauli et Enrico Fermi, n'avaient pas travaillé dessus, quoi. Il a fallu avoir l'intuition du neutrino. Il était important qu'ils connaissent le paradigme. Donc ils ont fait une découverte théorique. Oui, mais il était important en fait qu'ils connaissent le paradigme existant pour pouvoir se laisser surprendre justement par la découverte. Et exactement. Pas... Ouais. Exactement. D'accord. Merci. Un grand merci pour votre exposé très, très, très clair et puis pour votre livre très, très riche en exemples qui révèle une véritable enquête. Je veux dire deux choses. C'est que la sérendipité n'est pas forcément liée à des découvertes scientifiques. Moi qui suis dans le domaine de l'entreprise, je dirige un cabinet de conseil en recrutement, je m'aperçois que j'ai l'aptitude, une posture sérendipienne régulièrement. Quand je reçois un candidat pour un poste, il m'arrive parfois de me dire que ce candidat ne correspond pas au poste, mais qu'il peut intéresser une autre entreprise pour un autre poste. Donc là, c'est bien une découverte de quelque chose que je ne cherchais pas. Quand, dans une entreprise, on confie des missions à quelqu'un, il y a des potentiels qui se révèlent et qui deviennent des compétences, alors qu'à l'origine, on n'avait pas forcément quelqu'un qui était doué pour faire quelque chose. Donc,
tous les exemples que l'on donne, et qui sont vrais, hein, concernent les découvertes scientifiques, mais je suis sûr que dans l'entreprise, on peut développer même l'aspect sérendipien chez les gens. Bien sûr, mais je pense que ça concerne tous les domaines d'activité humaine, hein, c'est bien évident. Je crois bien. Alors, deuxièmement, j'aimerais me porter un petit bémol par rapport à la sérendipité et le danger de la sérendipité, en fait. Hein, parce que l'exemple initial du conte des trois princes de Sérantipe, il est très dangereux, en fait. Hein. Pour prendre un exemple très simple, c'est que si vous voyez mes mains et mes doigts et vous vous apercevez que je n'ai pas d'alliance, si vous dites, tiens, Florian Mentionne n'a pas d'alliance, donc il est célibataire ou donc il est divorcé, vous aurez tout faux. J'ai fêté mes 40 ans de mariage cet été. Si je vous présente un ami qui se prénomme David et qui a le journal de l'Humanité sous le bras, si vous dites, tiens, son copain, il doit être juif, et comme il lit l'Humanité, il doit être communiste, vous faites ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire vous portez un jugement sur une observation, mais ça peut être faux. Donc le danger de la sérendipité, vous l'avez très bien dit, ça s'adresse à des gens qui ont une certaine sagacité, qui ont une intuition positive, mais attention aux conclusions hâtives. J'ai pas eu d'exemple où justement les gens se sont trompés. Et c'est dommage, on pourrait faire un bouquin super intéressant sur les erreurs de la sérendipité. Voilà. Le colonel d'Empire s'était trompé la première fois. Il avait fait une fausse... il a compris son erreur après. Et de toute façon, quand on fait comme ça des hypothèses, on les vérifie avant de... Bien sûr. Oui, j'ai également été très très intéressé par votre exposé. Et effectivement, lorsque votre livre est sorti, j'ai fait un article sur mon blog sur la sérendipité. Donc j'étais déjà prêt à écouter votre conférence. Et le fait de vous entendre parler a mis mes neurones en ébullition. Et il y a trois remarques qui me sont montées immédiatement à l'esprit. D'une part, cet esprit curieux qui vient premièrement d'un manque. Il y a un manque et on va essayer de combler ce manque par tous les moyens. Premièrement, le manque. Deuxièmement, l'ouverture d'esprit. Et alors à ce moment-là, cette curiosité, eh bien tout simplement, c'est que les savants retrouvent la curiosité d'esprit de tous les enfants qui disent mais pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Donc la chaîne des pourquoi. Voilà, la chaîne des pourquoi, eh bien on la retrouve dans l'enfance. C'est le deuxième point. Troisième point, c'est vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de paradigme. Pour moi, je suis très attaché à la notion de paradigme. Je m'y penche depuis très très longtemps. Et je m'aperçois que le paradigme, c'est la généralisation de quelque chose de base, de basique, qui monte d'une manière conique vers l'infini. Et donc, on peut trouver des échelles de paradigme à tous les niveaux. Et je pense que certaines découvertes peuvent être faites à partir de la notion de paradigme. Mais ici, d'une manière paradoxale, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est la périphérie des paradigmes qui se concentre progressivement pour aboutir à la solution du problème. Donc c'est l'inverse d'un paradigme. Il y avait un dernier point qui semble m'avoir échappé. Enfin, j'y reviendrai peut-être. Si ça vous revient, n'hésitez pas. Mais à propos de paradigme, il faut justement être dans un paradigme pour pouvoir constater un fait surprenant. Et c'est en cherchant à l'expliquer ce fait surprenant, vous allez faire bouger le paradigme. C'est ça qui est intéressant. C'est paradoxal en même temps. C'est ce que décrit Thomas Kuhn, le philosophe des sciences, qui est l'inventeur du concept de changement de paradigme. Alors, quatrième point, puisqu'il y en a un quatrième, c'est en fait cette pluridisciplinarité. Et cette pluridisciplinarité qui intègre la littérature et les sciences. Donc deux domaines totalement différents. Moi qui suis d'origine scientifique, je suis médecin, mais ensuite je me suis tourné dans le domaine artistique. Donc il y a l'imagination du côté du cerveau droit et d'autre part le côté scientifique du côté du cerveau gauche. Et je me demande si, en fait, la sérendipité n'est pas l'association de ces deux aires cérébrales qui font que, si on travaille le côté imaginaire et d'autre part le côté scientifique, eh bien, à un moment ou un autre, ils doivent finir par se rencontrer.
Mais c'est très beau ce que vous venez de dire. Bravo. Oui. Une belle fin. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas un autre danger qu'on court en arrangeant les histoires de découverte pour faire ressortir des aspects sérendipales? Par exemple, la pomme de Newton, c'est un mythe. Le cerf-volant de Benjamin Franklin, c'est un mythe aussi. Oui, la pomme de Newton, c'est un peu particulier. Je crois que c'est douteux cette histoire. Certains disent que Newton a inventé ça à la fin de sa vie. D'autres disent que c'est arrivé, cette histoire date d'après sa mort. Enfin bon, c'est pas très, c'est pas vérifié, quoi, si vous voulez. C'est pas. Alors dire, effectivement, c'est une histoire, l'histoire de la pomme de Newton. Ça m'émettait dans des journaux satiriques, etc. Mais bon, c'est vrai que tout le monde a vu une pomme tomber et on dit, bon, on n'a pas inventé les lois de la gravité, c'est sûr. Mais bon, il n'y a pas que ça qui a... J'imagine qu'il n'y a pas que ça qui a provoqué chez Newton l'idée des lois de la gravité. Il avait déjà travaillé avant, il avait certainement des connaissances préalables. Il y a deux... Si c'est vrai, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vrai, mais j'imagine que voir cette pomme tomber a pu le mettre sur la piste, il a pu avoir une association d'idées, si vous voulez. Mais bon, je ne peux pas en dire plus, c'est clair. Mais l'autre exemple dont vous parliez, c'était quoi? Ah, ça, je ne le connais pas, cet exemple-là. Vous pouvez nous en dire plus? Je vous redonne le micro. Bon, l'histoire que tout le monde a entendue à un moment ou à un autre, c'est que Benjamin Franklin est parti dans un orage et il a fait voler un cerf-volant et il y a eu un coup de foudre qui est passé par le cerf-volant. C'est faux, ça aurait été très dangereux de faire ça. Il était quelqu'un de très intelligent et il n'aurait jamais fait ça. Et en réalité, la première preuve de l'identité de l'électricité des orages et l'électricité dans qu'on créait dans le laboratoire était une expérience qui était dans une banlieue au nord de Paris. D'accord. Une autre question? Je vais passer dans le réel. Est-ce que dans vos conférences, vous demandez s'il y a des gens qui ont autorité dans leur laboratoire ou leurs instituts et s'ils laissent cette disponibilité aux jeunes chercheurs? Parce que moi, je l'ai rarement vu. De moins en moins, justement. C'est ça le problème. Oui, mais qu'ils se dénoncent. Comment? Qu'ils se dénoncent. Non, peut-être pas ce soir. Bonsoir. Encore merci pour cet exposé qui était vraiment très clair et très intéressant. D'une part, j'ai une idée aussi, c'est que la sérendipité, c'est aussi une notion de hasard, puisque comme vous dites, c'est dans la science d'observation qu'on met en place cette notion du hasard. Et en fait, c'est aussi le hasard qui fait qu'un scientifique s'est questionné un peu plus dans un questionnement qui n'était pas avec ses paradigmes, ses études scientifiques. Tous ses collègues de boulot lui disaient « mais non, c'est n'importe quoi ». Et il s'est quand même tenu à cette idée-là, et c'est quand même un hasard aussi qui fait que certains scientifiques trouvent, avec les exemples que vous avez démontrés, que c'est grâce au hasard qu'ils ont découvert des découvertes assez importantes. Donc cette notion de hasard, dans la sérendipité, elle est aussi à mettre de l'extérieur avec l'observateur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de découvertes qui ont été loupées du fait que la personne n'a pas eu cette idée de continuer dans cette voie-là, de continuer dans une route pour lui déjà faussée d'avance, puisqu'il a eu comme éducation à la faculté avant que c'était complètement aberrant et que cette idée de continuer était aberrante. C'était ça ma sorte de raisonnement. Et donc aussi. vous vouliez dire que le hasard avait
l'important. Non, en fait, ça serait de dire aussi que le hasard, il est à l'extérieur même de la notion de sérendipité. C'est que le chercheur lui-même, l'observateur, il est un peu touché par le hasard. Enfin, il y a du hasard là-dedans, dans la probabilité qu'il va continuer de faire de la recherche dans un domaine qui est complètement, comme vous dites, indisciplinaire, qui n'est pas du tout dans sa discipline. Il va continuer là-dedans, alors que normalement, il n'aurait pas dû continuer là-dessus, par rapport à ses préjugés scientifiques. Mais de toute façon, le hasard est partout. Oui, hein. c'est pour ça, oui. Le hasard, enfin, quand on va sortir de cette salle tout à l'heure, il y aura du hasard. Dès que vous sortez de chez vous, il y a du hasard. Donc, si vous voulez, le hasard, il faut l'observer pour en tirer parti. Donc, c'est bien l'interprétation de ce heureux hasard qui va faire que on va découvrir quelque chose d'applicable. Oui, donc, mais il faut l'interprétation. Oui, bien justement. sûr, c'est pour ça que... Ouais, d'accord. Bonsoir et merci pour votre exposé. J'aurais aimé en fait entendre l'histoire de la découverte du jacuzzi au tout début. On n'a pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah, la découverte du jacuzzi. Ah, le jacuzzi. Qui a été fait par Sérendipité alors. C'était des ingénieurs italiens exilés aux États-Unis, je crois, la famille Jacuzzi. Et quelqu'un de leur famille avait une maladie. Et ils ont eu l'idée, comme ils fabriquaient des pompes, ils travaillaient dans l'irrigation, je crois. Et ils ont eu l'idée de fabriquer une baignoire, justement, avec des jets pour soigner la maladie de leur... je crois que c'était un neveu ou un cousin ou quelque chose comme ça. Et puis après, ça s'est perfectionné, etc. Mais vous voyez, ça a été la rencontre, en fait, d'un savoir-faire de la famille, qui avait été... C'était les ingénieurs, hein. Et cette maladie qui s'était déclenchée, et qui était difficilement soignable, et ils ont eu l'idée comme ça d'associer leur savoir-faire pour offrir la possibilité à cette personne d'avoir des bains, quoi, qui pouvaient la soulager. Je crois que c'était une maladie de rhumatisme ou quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre. Vous voyez, il y a eu une conjonction de deux choses. Ça a changé maintenant de ah oui, alors l'utilisation. Le jacuzzi a été le premier. Il y a des photos hein, des premiers jacuzzis sur Internet. C'est sidérant. Ça n'a rien à voir avec. Mais ça n'a pas été fait par Sérendipité alors. Oui. Ça a été fait par Sérendipité. Ah, ben oui. D'accord. Ok. Une question. Oui. Voilà, ça tombe bien que le monsieur là ait brûlé la politesse, parce que cette question-là justement vient au cœur de celle que je voulais causer. Pour moi, il n'y a pas d'intervention de sérendipité dans cet exemple. Ben, c'était de l'inattendu. C'était totalement inattendu, cette maladie. Et la maladie est bien attendue, mais le fait que... Si la maladie ne s'était pas déclenchée, ils n'auraient jamais eu l'idée de faire le jacuzzi. Oui, alors c'est vraiment... Bon, alors donc je viens à ma question. J'ai beaucoup apprécié votre exposé, effectivement, mais malheureusement, maintenant, je suis assez perturbé. Parce que... mais voilà, mais ça commence comme ça, la sérendipité. Je vais sûrement faire une grande découverte. Parce que, pour moi, la sérendipité avait une définition assez restreinte, c'est vrai. Pour moi, il fallait découvrir par hasard et même par erreur, pratiquement. Hein, Fleming, ou les rayons X, ou la radioactivité par Becquerel, c'était pour moi l'exemple typique de la sérendipité. Bon. Et en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on élargit l'acception de sérendipité à peu près à toute découverte. Vous avez dit, à un moment dans votre exposé, toute découverte importante fait intervenir la sérendipité. Alors là, je suis un peu perturbé. Je me dis, mais où est la limite dans ce cas-là? Est-ce qu'on a besoin d'un mot nouveau pour expliquer quelque chose qui, finalement, est-ce que c'est pas simplement l'induction que l'on est en train d'appeler autrement? Est-ce qu'il n'y a pas une limite à trouver quelque part entre les deux? Charles Peirce, je parlais tout à l'heure de l'abduction. C'est Bacon incluait ça dans l'induction, si vous voulez. On a isolé
Mais ça n'a rien à voir avec l'induction, parce que l'induction généralise à partir de faits semblables. Là, vous êtes devant quelque chose de surprenant. Que ça se produise par hasard ou pas par hasard, peu importe. C'est la surprise qui est importante. C'est le fait d'observer quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes, qui vous surprend. Alors, la surprise, c'est fait d'émotion. La surprise, c'est fait d'affect. Donc, il faut passer au stade supérieur qui est réfléchir. Questionner cette surprise. Le questionnement, c'est réfléchir. Là, vous passez à une disposition cognitive. Et à partir de là, vous allez essayer de comprendre pourquoi. Et c'est là que vous êtes susceptible de faire une découverte. Mais toute découverte importante se fait comme ça. Suivant ce schéma. Citez-moi une découverte qui n'est pas faite comme... On ne peut pas déduire de nouvelles idées. La déduction, c'est appliquer des règles. Donc, Je vous donne l'exemple du boson de Higgs. Comment on ne peut que imaginer quelque chose? Oui, excusez-moi. Le boson de Higgs, par exemple. Comment? Le boson de Higgs. Le boson de Higgs, il a été imaginé. Oui. Je parle de sa découverte. Oui. Au CERN, donc oui. Il y a 1 ou 2 ans. Là, oui, mais si il n'avait pas été imaginé avant... il a été imaginé avant, mais... On ne saurait pas ce qu'on devait chercher. Mais il n'a pas été imaginé au hasard, il n'a pas été imaginé par surprise. Il y a toute une théorie des champs quantiques par devant, sur laquelle on s'est rendu compte, on se dit, il y a quelque chose là, il faut trouver une explication à l'apparition de la masse, etc. Et Higgs et d'autres encore, il n'a pas été seul, ont trouvé ce type d'explication-là. Puis après, on a construit des monstres d'électronique et de quelque chose d'absolument monumental pardon, ça c'est un lapsus, en utilisant des millions et des milliards, en sachant exactement ce que l'on voulait trouver, et finalement on l'a trouvé. Oui, parce qu'on a fait une découverte théorique. Oui. On a fait une découverte théorique au début qui n'avait rien à voir avec le hasard et avec la surprise. Le neutrino n'avait rien à voir avec le hasard non plus. Hein. Oui, mais d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec... Enfin, je suis d'accord avec moi, excusez-moi. Pas avec vous. C'est déjà pour bien, dire que le neutrino, à mon sens, ne ressortit pas la sérendipité. Mais bon, c'est à ma définition la sérendipité, bien sûr. Si. C'est bien, oui. La surprise devant quelque chose de totalement inattendu, qui va contre les idées établies. Et il a fallu imaginer quelque chose pour expliquer ce qui était en train de se passer. Oui, non, je suis d'accord. Et Niels Bohr était prêt à abandonner le principe... voilà, la conservation de l'énergie, c'est ça. Donc toute découverte, il y a de la sérendipité dans toute découverte. Non, mais le neutrino, c'est pour moi le contre-exemple typique, si vous voulez. Si Pauli n'avait pas imaginé... Après, ils ont développé une théorie avec Enrico Fermi, la théorie des interactions faibles. Mais il a fallu l'imaginer au départ. Et les scientifiques parlent de postulat dans ce cas-là. On parle du postulat du neutrino. Et il a été effectivement démontré, découvert expérimentalement 25 ans après, avec un réacteur nucléaire. Et là, effectivement, on savait ce qu'on cherchait. Mais on n'aurait pas su ce qu'on cherchait, on n'aurait pas cherché si il n'avait pas été imaginé au départ. Et je pense que c'est la même chose pour le boson de Higgs. Donc la surprise, c'est l'étincelle du départ en fait, qui engendre... C'est la découverte expérimentale. J'introduis une différence, si vous voulez, une nuance entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a la découverte théorique et la découverte expérimentale. Qui vient confirmer d'ailleurs la découverte théorique. Vous n'êtes pas... Qu'est-ce que... Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot a du succès actuellement, et il montre bien qu'il faut de la liberté dans la recherche pour pouvoir découvrir. C'est ça surtout. C'est un mot symptôme. Mais c'est aussi un concept intéressant parce que ça nous fait réfléchir à la manière dont on découvre, à la manière dont on invente. Le fait de prêter attention à des choses qui nous semblent bizarres ou on ne serait pas porté à le faire.
d'emblée, si vous voulez. Et ça nous fait réfléchir, justement, à la façon dont on invente, la façon dont on découvre. C'est en ça que c'est intéressant. De toute façon, l'épistémologie, c'est quand on fait l'épistémologie, on s'aperçoit que les mots sont toujours symptômes d'un contexte socioculturel et d'un moment donné, quoi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. J'ai été très intéressée par la conférence. Je voulais vous poser une question par rapport à l'éducation. Vous parliez du fait que dans notre société, l'éducation n'était pas propice à la découverte spontanée. Et en fait, justement, je pense que on nous fait vivre dans une société normée, où quand on sort de la norme, c'est difficile. Quand on sort de la norme, c'est difficile d'être écouté par autrui. Et j'avais notamment entendu une autre conférence d'un physicien ici qui disait qu'en fait, pour avoir du poids dans la recherche scientifique, il fallait aller dans le consensus et dans l'opinion générale. Ouais. J'ai rien d'intelligent à ajouter là-dessus, mais j'aimerais bien que vous développiez un petit peu ce point. Ça rejoint le paradigme, la notion de paradigme. Il y a une matrice de pensée qui est partagée par une communauté, et donc on est poussé, si vous voulez, à aller à rester dans un mode de pensée ou une manière de voir qui est partagée par une communauté. Mais c'est normal. Mais de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, il faut, pour pouvoir casser un paradigme, il faut y avoir adhéré avant. De toute façon, ça procède comme ça. C'est ça qui est intéressant. Mais les paradigmes, c'est fait pour être cassé, justement. Et c'est comme ça que la science avance, que la science évolue, justement. Alors bien sûr, on peut faire des découvertes à l'intérieur d'un paradigme. Fleming n'a pas révolutionné la bactériologie, hein. Il a fait une découverte dans sa discipline, hein. Mais il a quand même fait bouger quelque chose. On pourrait dire un micro-paradigme. Et je vous conseille, si jamais ça vous intéresse, le livre de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, qui parle de ça, de justement ces changements de paradigme, et qui est vraiment très très intéressant. Une question ? Oui, je reviens un petit peu en arrière là, sur ce que disait le monsieur sur la généralisation de la serendipity. Je suis assez d'accord avec lui. Vous l'élargissez à la démarche scientifique tout à fait normale. On a cité il a cité le boson de Higgs. On pourrait se poser la question maintenant de l'énergie noire, de la matière noire, etc. Et qui sont des questions qui sont posées à partir d'observations. On fait des observations, on voit que le paradigme, il y a une faiblesse, et donc on cherche à expliquer la nature de cette matière noire, etc., etc. Mais il n'y a pas du tout là-dedans de hasard. C'est la démarche observation. Ça ne colle pas avec la théorie, on va chercher et on cherche autre chose. Je vois pas. C'est parce que vous restez fixé sur cette notion de hasard. La sérendipité concerne toute la partie création dans les sciences, imagination. C'est une généralisation, je dirais, abusive, parce que c'est toute la science qui devient sérendipitique. C'est la science normale. Il n'y a pas besoin d'avoir ce mot en plus. Par exemple, j'ai un exemple. Pour moi, la serendipity, je ne sais plus quel est un chimiste au XIXe siècle qui a cassé son thermomètre dans un réacteur et qui a découvert les propriétés catalytiques du mercure. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment de la serendipity, parce que c'était hors... C'était un accident. Un accident hors de la démarche normale, et qu'il a su exploiter en voyant les conséquences qu'il y avait de cet accident
dans un domaine qui était tout à fait autre que celui de sa recherche en cours. Je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, c'est la surprise qui est importante. C'est être surpris devant quelque chose et qui vous fait prendre conscience de cette surprise et qui vous fait imaginer ou chercher une explication. Quand vous êtes en astronomie, il y a beaucoup de découvertes qui se font comme ça. Uranus, par exemple. Oui, mais j'ai essayé de conceptualiser ce qui se passe. Être surpris devant quelque chose, en prendre conscience et imaginer une raison à ce qui étonne. Et ce processus, vous allez le retrouver partout. Si vous voulez, il est valable en art, il est valable dans tous les domaines. Hein. Pas que dans les sciences, en art également, dans la vie quotidienne. Il y a des tas d'inventions qui se font comme ça aussi. Enfin, le velcro, par exemple. C'est pas un hasard, le velcro. Où voyez-vous le hasard? Tout le monde se balade dans les champs avec des petites boules là, qui s'accrochent. Dès l'instant qu'on va se balader en montagne, on en trouve. Et donc, lui, l'ingénieur suisse Georges de Mestral qui a inventé le velcro, c'est parce qu'un jour, il en avait ras-le-bol au cours de ses promenades avec son chien, que ces petites boules-là s'accrochent. À la fin, il s'est demandé pourquoi. Et il les a regardées au microscope. Il a observé les petits crochets et il a eu l'idée de faire le velcro, d'imiter donc les crochets de la bardane, de faire une fermeture. Parce que les crochets reprenaient leur position dès qu'on les décrochait du tissu. Donc là non plus, il n'y a pas de hasard. C'est pas un hasard. Il se promenait toutes les semaines, je crois. Il faisait des randonnées très régulièrement. À un moment donné, il s'est dit « je veux savoir pourquoi ». Il a décidé de quitter. Et après, il a commencé à observer, et là, il a commencé à chercher. Il a cherché une raison à ce qui l'étonnait. Il n'y a pas de hasard. Il y a une question tout en haut. Oui, madame. Merci pour cet exposé qui nous ouvre au développement scientifique de la sérendipité, que moi je connaissais dans le concept psychologique. Donc je trouve ça très très sympathique de le voir. Et en même temps, quand je vous écoute, c'est plus une réaction qu'une question. Je pense à l'éducation freinée, qui me semble travailler la liberté des programmes, la recherche par projet, la démarche inductive, l'interdisciplinarité. Et je me dis qu'on a là une source extraordinaire de développement éducatif qui nous permettra peut-être de donner des solutions imaginatives et créatives aux défis que nous rencontrons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est un clin d'œil à tous les amateurs de séries, et là, je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez que le Dr House utilise la sérendipité? Pleinement. Le diagnostic différentiel, à la fin des séries, là, des saisons, pardon, on voyait bien qu'il fonctionnait aussi par association d'idées. Et c'était magnifique, quoi. Et à chaque fois, c'était l'étonnement devant quelque chose d'inhabituel. Hein. On sait bien que tous les épisodes de la série fonctionnent là-dessus. Ce sont des maladies très rares, etc. Donc, forcément étonnantes. Et donc, et voilà, ça fonctionne par l'abduction, ça fonctionne par l'association d'idées, etc. Mais moi, j'ai été absolument scotché par Dr. House. C'était une de mes séries préférées. Parce que je voyais là, vraiment, en action, le phénomène de la sérendipité. C'était génial. Donc, si on veut avoir une bonne approche de la sérendipité, oui. Regardez Dr. House. Oui, regardez Dr. House, oui. Une question? Oui. Oui.
Oui, bonsoir. Merci pour votre exposé. Moi, j'ai une question peut-être un petit peu stupide. J'entends tout le monde dire serendipity un peu à cheval entre le français et l'anglais. Ma question est peut-être un peu bête. Est-ce que ce mot est admis par l'Académie française et dans le dictionnaire français, ou est-ce que c'est simplement un anglicisme assumé Mais comme je le disais, il a été créé en français en 1952 dans un article pour traduire le mot serendipity. Après ça, il a fait du chemin. Il est rentré dans le dictionnaire de psychologie de Henri Pierron, suite avec la définition de Robert Merton. Donc ça, ce sont des dictionnaires spécialisés. Il est rentré dans un certain nombre de dictionnaires spécialisés. Et depuis 2011, il est rentré dans le Petit Robert et le Larousse. Alors, il n'est pas encore rentré dans le dictionnaire de l'Académie française, mais on n'en est pas encore à la lettre S. Ce qui nous laisse espérer quand même que peut-être l'Académie française va changer d'avis là-dessus. D'accord. Un appel à l'Académie française alors. J'avais un deuxième point à aborder. Moi, je suis très jeune, je ne suis pas un universitaire confirmé ni un orateur au verbe agréable, tout ça. Simplement, moi, on m'a toujours dit que pour démontrer quelque chose, faire une découverte, il fallait émettre une hypothèse sur la base d'un certain nombre de connaissances préalables et ensuite s'efforcer de la démontrer. Voilà, tout simplement. Et pour moi, la formulation d'hypothèse fait partie justement de l'imaginaire, l'imaginaire étant tout un ensemble de choses dont les compétences préalables font forcément partie. Et donc, j'aimerais bien que vous m'aidiez à redéfinir l'imaginaire dans la sérendipité, puisque finalement, la curiosité, oui, la surprise, oui, mais l'imaginaire fait partie pour moi en tout cas, de la découverte scientifique, de par l'émission d'hypothèses. Et malheureusement, quand on émet une hypothèse, on a envie de la démontrer. Donc le fait observable qui pourrait créer une surprise, si on n'y est pas attentif au moment où il survient, puisqu'on cherche autre chose, finalement, l'imaginaire à ce moment-là, donc l'émission d'hypothèse va être un ennemi de la découverte sérendipienne. C'est un peu ce que je me posais comme question. Mais en fait, c'est en deux parties, la découverte sérendipienne. Vous faites quelque chose, vous faites une recherche, il se passe quelque chose d'inattendu, d'anormal, de surprenant. Soit vous continuez votre recherche parce que c'est important, parce que vous avez peu de temps, peu de moyens, vous êtes pressé, etc. Ou bien vous accordez du temps à ce qui vient de se passer. Je ne sais pas, un phénomène que vous avez observé, et à ce moment-là, vous interrompez les recherches en cours. Oui, c'est ça. Oui. D'où le problème de la liberté, effectivement, et des moyens aussi, et du temps, et tout ça. Parce qu'on n'est pas sûr qu'on va découvrir quelque chose. On ne peut pas en être sûr. C'est imprévisible. Et donc, mais l'imagination, à mon avis, elle intervient dans les deux. Il y a l'imagination qui vous a fait prêter attention à ça. Regardez l'exemple de Fleming, par exemple. Tout bactériologiste avait déjà vu ça. Fleming, il prête attention justement parce qu'il avait déjà pensé à la question. Il était travaillé par ça auparavant. Son imaginaire était prêt, si vous voulez, à offrir des hypothèses, à chercher des hypothèses, quoi. Donc, il y a quand même le fait que... Alors, c'est le fameux esprit préparé de Pasteur. L'esprit préparé, c'est l'esprit... c'est les connaissances préalables, mais c'est aussi la capacité à se détacher de ce qu'on est en train de faire et de remettre en question aussi ses idées préconçues. Connaissances préalables, préparation, mais aussi être ouvert à l'inattendu. Une dernière question. Bon, une question un peu plus légère et un peu plus gourmette. Considérez-vous que la tarte tatin est une sérendipité ? Bah oui, bien sûr, c'est beau. En cuisine, il y en a énormément, j'imagine. Et une tarte tatin dans le jacuzzi, alors. On pourrait faire un dictionnaire de sérendipité en cuisine. Ça serait génial, je trouve. Ah oui, oui. Puis c'est très créatif, la cuisine.
Bien, merci beaucoup Sylvie Catelin, merci Guillaume Bagnolini.